d'Anoussat à Imertiatousk, la manifestation du collectif des candidats est passée à la vitesse supérieure aujourd'hui. Elle ne se cantonne plus à Tananarive. Le collectif des candidats visite aussi les régions. La Haute Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête du candidat numéro 7 à l'élection présidentielle, Andra Obel, demandant le report de l'élection du 16 novembre en application de l'article 47 de la Constitution. La décision de la Haute Cour constitutionnelle traduit une nouvelle fois son manque d'impartialité. Un manque d'impartialité qui se reflète aussi dans la rapidité de traitement des dossiers. Dans l'actualité internationale, le puissant ouragan Otis, potentiellement catastrophique, a touché terre dans la nuit de mardi à mercredi, près d'Acapulco. La célèbre station balnéaire sur la côte pacifique dans l'ouest du Mexique, a indiqué mercredi le Centre national des ouragans américain. Les marches pacifiques du collectif des candidats ont repris aujourd'hui avec comme point de départ Anoussat. Dès le matin, les forces de l'ordre ont été déployées afin de disperser tout rassemblement. Malgré les tentatives de dispersion et d'expulsion, les citoyens qui soutiennent le collectif des candidats sont restés sur place et leur nombre a progressivement augmenté. Vers midi, ils ont quitté Anoussat pour se diriger vers Atanmenabé, en Pitatavk, lieu donné où la marche devait se terminer. Ils ont été rejoints par certains citoyens qui attendaient à Atanmenakeli. Cette marche s'est déroulée dans le calme, en dépit des obstacles dressés par les forces de l'ordre. Vers 13h30, le collectif des candidats est arrivé à Atanmenabé, à Pitatavk, où les candidats ont commencé à prononcer leur discours. Le premier à prendre la parole a été le candidat Azwanjienen Arvel, qui a souligné l'importance de cette manifestation, à savoir la tenue d'élections justes, transparentes et acceptées par tous. Nous rejetons toute forme de corruption. Les élections ne peuvent se dérouler dans de telles conditions. Nous devons nous unir pour assurer une paix durable dans notre pays. Nous militons pour le bien de tous les Malgaches. Le candidat Mark Ravalman a également pris la parole pour souligner que le pouvoir appartient au peuple, malgré les tentatives du gouvernement visant à forcer l'élection. Suivi du candidat Roland Ratsirak, qui a reconnu la légitimité des revendications des différents syndicats, appelant à une table ronde. Les syndicalistes ont pris la décision d'initier une grève générale à travers tout Madagascar. Ils exigent la tenue d'une table ronde. L'avenir nous dira si Andrazwil y participera. Cette table ronde est cruciale pour garantir la transparence des élections à venir. Les candidats Eradzon Armapian et Taïna Razafnzuel ont déclaré que la manifestation se poursuivra tant que les revendications ne seront pas satisfaites, en dépit des tentatives d'intimidation de la part des forces de l'ordre à l'encontre de la population. D'autre part, le candidat Auguste Parrain a appelé les citoyens des régions à ne pas se laisser manipuler et à maintenir leur détermination dans cette lutte. Pour le représentant du candidat Andra Obel, compte tenu du drame survenu, les conditions pour la tenue de l'élection présidentielle du 16 novembre ne sont pas remplies. Les prises de parole du collectif des candidats n'ont pas pu être menées à leur terme en raison de l'arrivée des forces de l'ordre qui ont dispersé les manifestants. Après Atanmenabé à Pitatavk, la marche du collectif des candidats s'est dirigée vers Imertiatousk où les habitants les attendaient avec impatience. Cette journée marque un tournant majeur dans la manifestation organisée par le collectif des candidats. En s'achevant à Imertiatousk, la marche s'est étendue vers la région d'Itassi. Cela démontre que le mouvement conduit par les candidats n'est pas uniquement un mouvement de et pour la population d'Atananarive. Biz
Selon le collectif des candidats, la lutte va s'intensifier tant que les objectifs ne seront pas atteints. Durant les dernières semaines, nous avons milité en ville et certaines personnes pensent que nos manifestations ne concernent que les citadins. Cependant, nous avons prouvé, avec votre soutien à Imirtiatousk, que les problèmes liés à la violation des lois et à l'inflation touchent tous les Malgaches, sans distinction. Notre objectif est d'obtenir des élections justes et transparentes, car elles sont essentielles pour assurer une paix durable dans notre pays. Vous, qui vivez en zone rurale, avez également le pouvoir de vous exprimer. Alors, préparez-vous, car la lutte va s'intensifier à partir de la semaine prochaine. C'est à travers notre solidarité que nous triompherons. Demain, les organisations de la société civile nous encouragent à hisser notre drapeau, mais cette fois-ci, orienté vers le sol, en signe de deuil pour toutes les irrégularités dans le pays, pour nos droits violés et en mémoire de toutes les violences ayant impliqué l'usage de gaz lacrymogène. Le gouvernement de Tsai Christian est malhonnête et ne cesse de mentir, selon le collectif des candidats. La ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'il attend une nouvelle date de la SADC, qui n'est pas encore venue en raison de certains problèmes indépendants du gouvernement, contrairement à ce qu'a laissé entendre le collectif des candidats. Cependant, les déclarations sont inexactes. Madame la ministre ne dit pas la vérité. Il est de notoriété publique qu'elle est responsable du retard de la venue de la SADC, car nous avons des discussions directes avec cette organisation. C'est elle qui empêche la venue de la SADC. On le sait car on discute directement avec la SADC. Aujourd'hui, la population de la commune d'Imirtiatousk a vigoureusement exprimé son soutien envers le collectif des candidats. La Haute Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête du candidat numéro 7 à l'élection présidentielle, Andra Obel. Le candidat numéro 7 avait demandé le report de l'élection du 16 novembre en application de l'article 47 de la Constitution pour raison de force majeure, à savoir son état de santé qui ne lui permet pas de voyager pendant 30 jours et par conséquent de faire campagne. Ce candidat se trouve en effet à l'étranger suite à sa blessure à l'œil, provoquée par des tirs de gaz lacrymogène par les gendarmes lors d'une manifestation organisée par le collectif des candidats. La décision de la Haute Cour constitutionnelle traduit une nouvelle fois son manque d'impartialité. Une absence de neutralité qui a amené le collectif des candidats à exiger la mise en place d'une cour électorale spéciale pour la remplacer afin de garantir la tenue d'élections transparentes, justes et acceptées de tous. Le manque d'impartialité de la HCC ne se reflète pas uniquement à travers ses décisions, mais aussi à travers ses méthodes de travail. Force est de constater que lorsqu'un cas nécessite une implication des dirigeants actuels, la sortie de la décision est rapide. Par contre, lorsque le cas porte sur le respect de la loi et de son application conformément à la Constitution, le dossier reste en instance. Le 8 septembre dernier, par exemple, certains candidats ont déposé une requête pour l'invalidation de la candidature de l'ancien président Andradzuel. Un jour plus tard, la décision de la HCC est sortie, déclarant la requête recevable mais non fondée. Le 9 septembre, l'ancien président Andradzuel n'a déposé sa démission. Le même jour, les décisions concernant sa démission, la renonciation du président du Sénat Herman Narazavmaev à exercer l'intérim du chef de l'État et la mise en place du gouvernement collégial ont été publiées.
Par contre, de nombreux dossiers restent en souffrance. Le 18 octobre, l'ancien président du Sénat, Herman Narazavmayev, a déposé un contrôle de constitutionnalité de l'élection du nouveau président du Sénat, Richard Ravalomanan. 7 jours plus tard, il n'y a toujours pas de réponse. Le même président du Sénat, Herman Narazavmayev, a déposé une requête concernant les contraintes exercées sur lui pour qu'il renonce à exercer ses fonctions de chef de l'État par intérim et l'illégalité de la mise en place du gouvernement collégial le 6 octobre. 19 jours plus tard, la HCC ne s'est toujours pas manifestée à ce sujet. Il y a eu aussi la saisine des 38 députés auprès de la HCC qui demandaient un contrôle de constitutionnalité sur la convocation de la réunion extraordinaire du Sénat le 11 octobre. Cette saisine a été déposée le 12 octobre. 13 jours plus tard, à la date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse. Ce sont là des exemples parmi d'autres. La liste est loin d'être exhaustive. Tous ces exemples ne peuvent que ternir l'image de la HCC et confortent l'opinion publique ainsi que le collectif des candidats dans leur exigence de créer un corps électoral spécial pour garantir la tenue d'élections justes, fiables et acceptées de tous dans le pays. Les travailleurs membres de la Solidarité syndicale de Madagascar entameront une grève générale dès demain jeudi, ont annoncé aujourd'hui les dirigeants syndicaux. Selon ces derniers, plusieurs raisons motivent cette grève générale. Pendant ces 5 dernières années, les revendications syndicales visant à améliorer les conditions de travail n'ont jamais reçu de réponse favorable. Cela inclut l'augmentation de l'indemnité de logement, 14 000 milliards, qui est clairement insuffisant pour couvrir les frais de logement actuels. De plus, l'État a refusé de réviser la grille indiciaire datant de 1979. Il y a eu obstruction de notre proposition de loi pour l'amélioration de nos conditions par la primature. Tout cela a renforcé notre détermination à déclencher une grève générale, car les travailleurs ont trop de difficultés. Le secrétaire général adjoint de la SMM a affirmé que leur préavis de grève a été officiellement déposé au bureau de la primature dès lundi dernier. Par conséquent, personne ne devrait être en mesure d'empêcher cette grève. Une fois qu'elle a été dûment annoncée, elle est tout à fait légale. Le préavis de grève a été officiellement déposé à la primature ce lundi. Cette démarche s'adresse à la primature car elle est responsable de l'administration. La primature est une entité fonctionnelle et a le pouvoir de prendre des décisions à ce sujet. Madagascar a également souscrit à plusieurs accords internationaux qui précisent que pour organiser une grève, les travailleurs n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation, mais doivent simplement informer en déposant un préavis de grève. Notre action consistera à arrêter le travail et non à manifester dans les rues. Malgré les efforts déployés pour entraver la tenue de cette grève générale, notamment la déclaration du ministère compétent affirmant que les services des douanes continueront à fonctionner, la SSM annonce que les travailleurs des douanes participeront néanmoins à la grève. Plusieurs principes fondamentaux des droits de l'homme, tels qu'énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont bafoués même 75 ans après leur déclaration. Selon les enseignants-chercheurs de l'université d'Antananarivo, l'un des domaines les plus préoccupants est l'éducation, où les droits des étudiants et des enseignants ne sont pas respectés, ce qui se traduit par des problèmes majeurs dans l'enseignement supérieur. En cette année 2023, notre pays traverse des moments difficiles. Les universités publiques, pour lesquelles nous avions été fiers de travailler, et toujours fiers de travailler d'ailleurs, sont dans une situation que nous n'arrivons même plus à qualifier. Nous avons suspendu nos activités depuis plusieurs mois maintenant. Des milliers d'étudiants sont jetés à la rue, démunis devant l'incertitude quant à leur avenir. Ces étudiants de nos universités publiques sont ceux qui n'ont pas les moyens de s'inscrire dans les universités privées. Ils ne peuvent pas non plus suivre leurs études ailleurs qu'à Madagascar parce que, contrairement à certains de nos dirigeants, ou tous nos dirigeants d'ailleurs, ils n'ont pas pu acquérir une nationalité étrangère. Face à cette situation, on nous accuse de ne pas nous préoccuper de nos étudiants, mais que devrions-nous faire ? Devrions-nous continuer à travailler ou réclamer notre droit au respect de notre travail ?
N'est-il pas légitime de demander à ce que ce droit humain, qui est le droit à la rémunération du travail, soit appliqué ? Nous ne réclamons même pas une juste rémunération de notre travail. L'État est d'abord le premier responsable en matière d'éducation. Son rôle est d'établir une politique de l'enseignement qui doit contribuer au développement de Madagascar et à l'avenir de ces jeunes. Selon le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar, le respect de ces droits humains fondamentaux joue un rôle essentiel dans le développement durable et la stabilité à long terme d'un pays. Cette obligation est ancrée dans la constitution malgache et il est impératif que des efforts soient déployés en ce sens. Madagascar, en tant que membre du système des Nations Unies, a adopté la Déclaration universelle des droits humains et y fait spécifiquement mention dans le préambule de sa constitution. C'est dire que la volonté de réaliser les droits humains est donc inscrite dans le principal document qui régit la vie légale, législative, réglementaire de ce pays. Mais il reste encore beaucoup à faire. Les normes et valeurs énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ne sont pas encore pleinement réalisées, qu'on ne se le cache pas. Et c'est valable pour tous les pays. À l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration internationale des droits de l'homme, des journées d'études se tiennent depuis aujourd'hui et durant 3 jours au MPC Ifatu. À l'initiative de 3 laboratoires de recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines, dont le CRECI, le Centre de recherche et d'études sur les constructions identitaires, le laboratoire philosophie, histoire de la philosophie, éthique, et le laboratoire de bioéthique et d'éthique appliquée. Cet événement réunit des enseignants-chercheurs, des organisations de la société civile et des étudiants. Au cours de cette rencontre, les participants aborderont les causes du non-respect des droits de l'homme dans le pays, échangeront des idées et partageront des solutions visant à promouvoir le respect des droits humains. Des palmiers couchés par le vent. Des rafales si violentes et si assourdissantes qu'elles réveillent ces touristes en pleine nuit dans cet hôtel. C'est un ouragan ? Oui, c'est un ouragan. Avec des vents allant jusqu'à 300 km/h, Otis, qui n'était qu'une tempête tropicale, s'est transformé en ouragan de force 5, le niveau le plus élevé. Il a touché terre près d'Acapulco au Mexique, une station balnéaire de quasiment 800 000 habitants. Quelques heures auparavant, les soldats du plan civil de secours et d'aide étaient déployés le long de la côte pour avertir la population. Nous espérons qu'il se dissipera un peu, espérons-le, car s'il nous touche, ce sera très grave pour nous. Les habitants gardent en mémoire l'ouragan dévastateur de 1997 qui avait tué plus de 200 personnes à Acapulco. Par prévention, l'électricité a été coupée, les écoles fermées et les autorités locales ont préparé des places d'accueil dans des auberges. Finalement, l'ouragan Otis a été rétrogradé au niveau 4, mais s'accompagne toujours de vents destructeurs et de fortes pluies. Pris entre l'océan Pacifique et le golfe du Mexique, le pays est exposé aux tempêtes entre le mois de mai et novembre. La semaine dernière, l'ouragan Norma a fait 3 morts, un peu plus au nord, dans l'état du Sinaloa.